putain, c'est pas possible. Oh putain, c'est pas possible. Putain, ciel. Voici les toutes premières images. On imagine aisément la violence du choc. Un corail a déraillé en gare à Brétigny-sur-Orge. On a entendu une grosse explosion, beaucoup de fumée. Et puis, tout le monde criait. Donc, on a essayé de faire évacuer au plus pour aider les gens de la SNCF. La troisième voiture, elle, était complètement couchée. Oh putain, ciel. Oh putain. Avec malheureusement des morts qui devaient être en attente sur le quai. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, peine à cacher son émotion. Nous sommes le 12 juillet 2013. L'une des plus grandes catastrophes ferroviaires françaises vient tout juste de se produire. Un train qui transportait près de 400 personnes a déraillé en gare de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Le bilan de la catastrophe est extrêmement lourd. Au moment où je parle, il y a 6 personnes décédées. Il y a 22 blessés graves, une victime dont le pronostic vital est engagé. Je voulais également dire aux familles notre solidarité. Il y a un moment qui va être très long pour l'identification des victimes. Je serai totalement transparent, tout sera fait pour préciser dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, les circonstances que nous connaissons. La SNCF promet de faire toute la lumière sur cet accident. Et pourtant, 6 ans après le drame, de nombreuses zones d'ombre persistent. Que s'est-il vraiment passé à Brétigny-sur-Orge? La catastrophe était-elle inéluctable? C'était absolument effrayant. Imaginez ce que c'est que d'avoir un train qui part sur le quai et qui fauche tous les gens qui s'y trouvent. Il y a des cris. J'ai 2 messieurs qui m'ont aidé à tenir la petite pour pas qu'elle tombe et qu'elle se fasse happer sous le wagon. J'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti jusqu'à présent. C'est un sentiment de mort. Et je pense que, comme toutes les autres victimes, elles ne méritaient pas. Les voies ne sont pas dans un état normal. Et on s'aperçoit qu'à Brétigny, c'est pire que partout ailleurs ou quasiment. Pour faire court, on est quand même face à un réseau poubelle. C'est la merde à Brétigny. C'est des crevards, ils sont nuls, il faut les dégager, c'est des burnes. À tous les étages de la hiérarchie, on savait très bien que le site de Brétigny posait problème. Quand je vous dis que je me suis crue dans un film, entre un ordinateur volé, semaine après falsification de documents, mais on vit où? Il y a des documents qui ont disparu. Disons que c'est un hasard fâcheux. C'est vraiment le foutoir, quoi. Ces gens-là ont joué au poker avec nos vies, quoi. Ce soir, W9 lève le voile. Témoignages inédits et documents à l'appui. Voici pourquoi l'accident de Brétigny aurait pu être évité. Paris, vendredi 12 juillet 2013. La gare d'Austerlitz grouille de voyageurs, et pour cause. C'est un vendredi soir, c'est la veille du week-end de 14 juillet, donc c'est un des week-ends les plus chargés de l'année pour la SNCF. Et donc à la gare d'Austerlitz, vous avez des milliers de personnes qui s'apprêtent à prendre le train pour le sud de la France et le centre. Parmi les voyageurs ce jour-là, se trouve Vincent et sa compagne, Morgane. Le couple est sur le point de se marier. Le 12 juillet, en fait, on revient d'un voyage avec Morgane, un voyage à Prague. Donc, on était allé en avion, et puis là, c'était la partie où on revenait sur l'image.
Donc on se rend à la gare d'Austerlitz et en fait, dans mon souvenir, on arrive juste presque à temps pour prendre le train précédent. Finalement, on prend notre temps, on achète à manger, un magazine, et puis on attend le train. Dans le train, il y a aussi Jean-Luc. Cet homme d'affaires doit, comme Vincent et Morgane, se rendre à Limoges. Le 12 juillet 2013, comme souvent, je me déplace pour raison professionnelle sur Paris. Donc à raison de 2 fois par mois, voire plus, suivant les besoins. Et donc ce 12 juillet, je me rends sur la gare d'Austerlitz pour regagner mon domicile à Limoges pour le week-end du 14 juillet. Ce week-end du 14 juillet, Lauriane compte également le passer en famille. C'est accompagnée de sa nièce qu'elle se rend en gare d'Austerlitz. Je l'avais prise pour une semaine de vacances avec sa tata. Elle avait 5 ans à cette époque-là. On s'est préparé, fait les bagages, on s'est rendu à la gare et on s'est installé dans ce fameux train. Prenez garde à la fermeture automatique. Ce fameux train, c'est l'Intercité 3657 qui relie Paris à Limoges. Un train Intercité, c'est quoi? C'est nos anciens trains Corail qui peut transporter plusieurs centaines de personnes. Et ce jour-là, on a dans le train 385 personnes. Vous avez le Corail qui doit rejoindre Limoges et qui commence à rouler vers le sud. Et donc il va emprunter cette ligne qui, il faut le savoir, il y a encore une trentaine d'années, était l'une des lignes phares du réseau SNCF. Le trajet jusqu'à Limoges doit durer un peu plus de 3 heures. Pour Jean-Luc, il s'agit d'un voyage des plus banals. Et généralement, je travaille quand je fais ce trajet. Et donc là, je travaillais sur mon ordinateur portable pour faire les comptes rendus des activités de ma journée. On avait un chat qui miaulait derrière nous. On n'a pas prêté plus attention que ça. Ma nièce jouait avec une console que je lui avais prêtée. Je lisais un magazine. J'avais l'habitude de prendre ce train-là, donc pour moi, un trajet de base classique. On s'installe, on était dans en fait les places à 4, le club à 4. Et puis elle se plonge Morgane dans son magazine, moi dans un livre. Les gens qui sont dans ce train, ils sont en train de lire, regarder leur téléphone. Tout va bien, il n'y a aucune difficulté. À cet instant, évidemment, aucun des passagers ne peut se douter qu'un terrible drame se profile. Brétigny-sur-Orge, à 30 km de Paris. C'est ici que vivent depuis quelques années Geneviève et Marc. Ce 12 juillet 2013, ils attendent tranquillement l'entrée en gare d'un autre train, un train de banlieue. Le couple de retraités a prévu de rendre visite à son fils, Thierry, qui vit à 100 km, à Orléans. Ce 12 juillet, c'était la veille du week-end du 14 juillet. Et c'était une journée, c'était un week-end très important pour nous, puisque j'avais ma fille qui était disponible ce week-end-là, donc qui venait avec son petit enfant. Et c'était l'occasion de réunir 4 générations le jour même. Les occasions n'étaient pas aussi fréquentes que ça, et donc c'était une joie, voilà. D'ailleurs, je leur avais dit, écoutez, je viendrai vous chercher, parce que Orléans-Brétigny, c'est 3 quarts d'heure, donc prenez pas la peine de prendre le train, je viendrai, on fera aller-retour. Donc ma mère n'a pas voulu, puisqu'elle m'avait dit qu'elle était encore en âge de se déplacer toute seule et qu'elle n'avait pas besoin que je vienne la chercher. Donc ils se sont présentés à la gare de Brétigny pour prendre le RERC jusqu'à la maison. Geneviève et Marc patientent donc sur le quai de la gare. Ce 12 juillet, comme tous les autres jours de l'année, la gare de Brétigny est bondée.
Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une gare comme les autres. C'est un nœud ferroviaire extrêmement important. Bretigny n'est pas une très grande ville, mais Bretigny est une très grande gare. C'est une très grosse gare de banlieue, avec des voies qui se démultiplient. Un réseau d'aiguillage assez important. C'est une gare dont on saura par la suite qu'on en parle beaucoup et qu'elle n'a pas une très bonne réputation. La gare de Bretigny se trouve sur la ligne du train Paris-Limoges. C'est sur cette ligne que circule l'Intercité dans lequel se trouvent Vincent et sa compagne, Morgane, Jean-Luc, ainsi que Lauriane et sa nièce de 5 ans. Tous l'ignorent, mais dans quelques minutes seulement, leur vie va basculer à jamais. Il est 17h11. Le train s'apprête à traverser la gare de Bretigny. Il passe par la gare de Bretigny. La gare de Bretigny, il n'y a pas de stop. Donc le train, quand il rentre dans la gare de Bretigny, il a une vitesse à peu près un peu moins de 150 km/h. 137, je crois. Tout se passe bien, on va dire comme d'habitude. Et puis d'un seul coup, on sent que les choses partent. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. J'avais même pas de notion de combien de temps on avait pu rouler, en fait. Je me souviens juste d'un bruit. Et puis une sensation vraiment étrange, le wagon qui se soulève. Et c'est là, en fait, où je pense qu'on a basculé dans quelque chose d'irréel. Parce que c'est pas une sensation à laquelle on peut s'attendre quand on est dans un train. Dès lors, tout va se passer extrêmement vite, au moment même où le train entre en gare de Bretigny. Le train commence à dérailler sur l'arrière du train. Les 3 premières voitures passent sans difficulté, les 4 dernières déraillent. Les dernières voitures vont sortir des rails, vont se coucher et vont aller râper le quai, vont s'ouvrir. Et on va avoir quelque part une image de carnage. Ça va extrêmement vite, le train traverse la gare à très vive allure et c'était absolument effrayant. Imaginez ce que c'est que d'avoir un train qui part sur le quai et qui fauche tous les gens qui s'y trouvent. À l'intérieur du train, les passagers vivent un véritable cauchemar. On sent le wagon se surélever d'un coup et là, le tanguer dans tous les sens. Et au bout de quelques secondes, tomber sur le flanc droit, sur plusieurs centaines de mètres. Il y a l'armature du quai de la gare qui rentrait dans le train. Donc c'est passé proche d'un certain nombre de personnes, dont moi. Les bagages, tout ça, les valises tombent dans tous les sens. Il y a des cris. Les gens qui nous tombent dessus, nous projeter sur les fauteuils de droite, qui, du coup, comme le wagon s'est mis sur le flanc droit, du coup, les vitres ont explosé, en fait, sur nous. La poussière qui rentre dans le wagon, par les vitres, la poussière, le ballast. J'ai vraiment cru qu'en fait, qu'on allait étouffer. L'Intercité semble hors de contrôle. Les passagers n'ont qu'une chose en tête, survivre. Je me suis cramponné. J'étais ballotté de droite et de gauche. J'étais seul sur mon siège, je me suis ballotté. J'ai heurté, bien sûr, la paroi du train. Je pense que j'avais la chance d'être assez fort physiquement pour me tenir au siège, même si j'ai cogné dans tous les sens, mais j'ai réussi à rester sur mon siège, quoi, par rapport à d'autres qui ont effectivement ont été jetés dans le wagon, quoi. On pense qu'à s'accrocher finalement, à s'accrocher à sa vie. J'ai 2 messieurs qui m'ont aidé à tenir la petite pour pas qu'elle tombe et qu'elle se fasse happer sous le wagon. Vincent, qui est assis près de sa compagne, tente de la retenir de toutes ses forces.
J'ai essayé de tenir Morgane le plus longtemps possible et puis à un moment, j'ai pas pu. J'ai lâché. Combien de temps ça a duré, j'étais incapable de le dire. J'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti jusqu'à présent. C'est un sentiment de mort. Finalement, le train termine sa course folle après quelques secondes cauchemardesques. Et après, le train qui s'arrête, on ne sait pas où on est, qui vacille un petit peu sur le toit, les gens qui disent qu'il ne faut surtout plus bouger. Là, on se dit, est-ce qu'on est sur un pont? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ma priorité, c'était de dégager d'ici, quoi. C'était vraiment sortir le plus vite possible. Je voulais quitter le train, quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir une explosion? Et là, je regarde un petit peu comment pour sortir, mais c'est pas possible, il y a des bagages de partout, il y a des gens qui crient, il y a les armatures du quai qui sont là et je ne pouvais pas sortir. Moi, j'ai été allongé, j'ai vu rapidement que j'avais une grosse blessure au pied. Vraiment, j'ai vu que j'avais le pied déchiré. La personne qui était en face de moi dans le wagon, tout de suite, elle s'est occupée de moi. Elle m'a dit de m'asseoir, de ne pas bouger. Moi, j'étais vraiment sous le choc. Et je crois que quelques minutes après, c'est là où j'ai perdu connaissance. Vincent va vite reprendre ses esprits et tout de suite s'inquiéter, car Morgane, sa compagne, est introuvable. Je me souviens de quelqu'un qui est venu voir si j'allais bien et tout. Je lui ai dit, moi je vais bien, mais ma compagne, je ne sais pas où elle est. Je me suis aperçu que j'avais encore mon téléphone portable. J'ai sorti mon téléphone, j'ai essayé d'appeler Morgane. J'ai pas eu de réponse. Et ensuite, j'ai appelé mon père, en fait. Et c'est sans doute le coup de fil le plus difficile que j'ai eu à passer de ma vie. Parce qu'en fait, lui, il me répond comme si tout va bien, on est content de se retrouver après des vacances. Et moi, je lui dis, le train a déraillé. Moi, je suis blessé, mais je sais pas si Morgane va s'en sortir. Alors qu'à Brétigny, les premières victimes commencent à peine à réaliser l'ampleur du drame, Thierry va chercher ses parents à la gare d'Orléans. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai vu les panneaux, tous les panneaux étaient éteints. Les employés de la SNCF avaient tous des regards dans le vide. On sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais pas d'informations en gare. Donc je suis revenu à ma voiture. Et là, j'ai mis la radio. Et c'est à la radio qu'on a entendu justement ce qui s'était passé à Brétigny. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. Christelle Rebière, tout de suite cette dernière information. Un train a déraillé à Brétigny en région parisienne. Nous venons tout juste de l'apprendre, le train est couché. C'est une grande sidération puisque on est vraiment dans l'attente, l'angoisse. Est-ce qu'ils c'était avant qu'ils prennent le train, c'était pendant qu'ils attendaient ou c'était avant qu'ils arrivent? J'ai continué à attendre en gare, en espérant qu'il y ait peut-être un train qui arrive ou un bus comme le téléphone ne répondait pas, je me suis dit tu n'as plus rien à faire ici, donc je suis revenu chez moi et j'ai appris la nouvelle à ma femme qui préparait le repas, à ma fille qui était là et voilà. Qu'est-il arrivé à Geneviève et Marc, les parents de Thierry qui attendaient sur le quai de la gare de Brétigny? Impossible de le dire pour l'heure, car sur place, la situation est tellement chaotique
que personne n'est capable de donner des informations aux familles qui s'inquiètent. Il est 17h15 et on vient de connaître l'une des plus graves catastrophes ferroviaires depuis l'épisode de la gare de Lyon 30 ans auparavant. Très vite, le plan rouge est déclenché. 300 pompiers et 8 hélicoptères sont envoyés en urgence à Brétigny. La scène qu'ils vont découvrir est apocalyptique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui vont être coupés en deux, des corps qui ne sont pas reconnaissables. Les dégâts les plus graves sont sur le quai, ou les plus impressionnants. On a toutes les photos du carnage. Il y a des photos que j'ai jamais pu regarder. J'ai vu quelqu'un arriver avec un gilet orange, ouvrir la porte de derrière et nous dire qu'on pouvait sortir. Juste, on a dû passer au-dessus du corps d'une personne, donc ce qui a été assez traumatisant, autant pour ma nièce que pour moi. Il y avait la vitre qui était à côté de moi et qui était déjà brisée. Donc j'ai regardé et j'ai donné un coup de pied dans la vitre qui a fini de se casser et j'ai sauté du train. Voilà. Et donc j'ai regagné le quai comme ça. Quelques minutes après l'accident, Jean-Luc se confie à une caméra de télévision. C'est parti comme ça et puis je me suis accroché au fauteuil et puis après il faut que ça s'arrête quoi. Et puis voilà, donc j'ai rien eu, c'est que du bonheur entre guillemets, mais c'est galère et puis je suis sorti du train et puis voilà. Si Jean-Luc et Lauriane parviennent à quitter le train sain et sauf, Vincent, lui, se demande toujours si Morgane a pu être évacuée. Il est obsédé par l'idée de la retrouver. Après l'accident, j'ai retrouvé en fait une photo qui avait été prise par quelqu'un ce jour-là, du wagon en fait qui est couché sur son flanc, et je me suis vu la porter par deux personnes. Dans les quelques pixels où on peut me reconnaître sur cette photo-là. J'ai été transporté sur le parvis de la gare, là où ils étaient en train de monter un peu l'hôpital de Fortune. Là. Et que finalement, à ce moment-là, mon pied, je m'en préoccupais pas vraiment, en fait. À chaque fois qu'une personne venait me voir, je lui demandais « Mais est-ce que vous savez où peut être Morgane ?» Donc j'ai demandé ça aux secours, aux pompiers, aux ambulances. Mais j'ai pas réussi à avoir de réponse. À Orléans, Thierry est lui toujours sans nouvelles. Il ne sait pas si ses parents qui attendaient le train à Brétigny ont été touchés par l'accident. On essaye d'avoir des informations. La cellule SNCF avait communiqué un numéro vert. On a dû téléphoner 14 fois. On a pris mon nom, mais bon, sans plus. Donc on a toute la soirée, on a regardé les informations, on a attendu d'avoir des renseignements. 6 morts, une soixantaine de blessés, dont 2 dans un état critique. Bilan encore provisoire de cette catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Un corail a déraillé en gare hier après-midi. Nous y retrouverons... J'ai fait le trajet Orléans-Brétigny, donc je suis passé par toutes les gares, par toutes les gendarmeries, par tous les commissariats, pour avoir des renseignements sur un train qui était arrêté sur la voie ou s'ils avaient recueilli des gens. Et puis bon, arrivé à Brétigny, plus l'attente est longue, plus les heures passent et plus on se pose des questions sur ce qui leur est arrivé. Il faudra attendre 2 jours avant que Thierry apprenne par la télévision ce qui est arrivé à ses parents. Et le dimanche midi, CTLCI informe que 2 octogénaires de Brétigny sont décédés dans l'accident. C'est une grande tristesse déjà, puisque l'évidence apparaît.
et une grande colère de ne pas avoir eu l'information par les cellules de crise ou même par la police avant. Thierry est sous le choc. Alors que ses parents attendaient le RER sur le quai de la gare de Brétigny, ils ont été fauchés par le train. 2 jeunes hommes qui se trouvaient à côté d'eux, sur le quai, ont également perdu la vie. Vincent Kramar avait 23 ans et Brandon Bondo, 19 ans. On dénombre aussi 70 blessés, dont Vincent, qui n'a toujours pas de nouvelles de Morgane. J'ai été envoyé après à la Pitié-Salpêtrière, où a commencé, à continuer mon attente. J'ai été contacté par la police judiciaire, qui là aussi m'a demandé des informations, comment a été habillée Morgane, ce genre de choses. Et puis je suis parti au bloc vers 11h le lendemain, donc plus de 26 heures après l'accident. Et c'est au retour du bloc où là mes parents m'ont dit qu'ils avaient l'information que Morgane était décédée. C'était quelqu'un de très apprécié partout où elle passait. On s'était rencontrés au club de basket, on faisait du basket ensemble. Et elle a toujours été très très investie. Elle entraînait les jeunes, en fait. Et puis, bon, voilà, tout le monde appréciait. Et pareil, du point de vue professionnel, je sais qu'elle était très très appréciée. C'était quelqu'un de discret, mais ses proches et puis ses amis savaient à quel point elle pouvait être aussi plein d'humour et un petit grain de folie. C'était quelqu'un de très très bienveillant. C'était vraiment la dernière personne à mériter de partir comme ça. Voici Brigitte, la maman de Morgane. Il est extrêmement douloureux pour elle d'évoquer sa fille. C'est très difficile de parler de tout ça, là, parce qu'on est tous très touchés, très meurtris. Je n'ai pas encore trouvé la clé pour pouvoir arriver à faire en sorte que la douleur, je l'ai apprivoisée, hein, par contre. Mais c'est très difficile parce qu'il y a toujours quelque chose qui me rappelle une odeur, un flash qui revient, un lieu. Et voilà. Et je pense que, comme toutes les autres victimes, elle ne méritait pas. Morgane est la 7e victime à avoir perdu la vie lors du déraillement du train. Cet accident va entraîner 7 décès. 4 sur le quai, fauchés par une voiture qui s'est retournée, et 3 à l'intérieur du train. On a, in fine, 30 blessés graves et pas mal de gens choqués naturellement, parce que bon, les trains, les voitures étant pleines, vous avez quand même des gens qui ont vécu l'impensable. La France entière est sous le choc. Et tout le monde se demande comment une telle catastrophe peut encore se produire au XXIe siècle, et alors que la moitié du pays part en vacances. Et forcément, tous les regards se tournent alors vers un homme. Le conducteur du train, numéro 3657. Au départ, tout est envisagé. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des survitesses, des fautes du conducteur. On a fait des tests sur le conducteur, il a été interrogé. On a très vite accès à ses états de service. On sait à quelle heure il est arrivé à Paris-Austerlitz. On sait qu'il fait les essais, notamment de freinage, avant le départ du convoi. Il a respecté les consignes, il a respecté les feux rouges. Qu'il a freiné comme il le devait, c'est-à-dire que le conducteur, dès qu'il sent son train dérailler par l'arrière, actionne le freinage d'urgence. Donc le train s'arrête sur 400 mètres, donc ça se passe normalement. C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une critique quelle qu'elle soit. La thèse de l'erreur de conduite
est donc très vite écarté. Et si les enquêteurs balaient cette piste, c'est parce qu'ils ont mis la main pendant la nuit sur un élément essentiel qui pourrait bien expliquer l'accident. Samedi 13 juillet 2013, au lendemain de l'accident, Guillaume Pépi et Pierre Izard, directeur général des infrastructures de la SNCF, s'adressent à la presse. Nous allons, comme nous l'avons fait hier, vous donner un point d'étape de la situation. Je voudrais vous livrer les constats que nos experts ont fait pendant la nuit, ces constats qui donc nous permettent de progresser. Les deux hommes forts de la SNCF ont des révélations à faire. Il y a une défaillance d'une pièce de métal dans l'aiguillage de la voie 1 qu'empruntait le train Paris-Limoges. Alors cette pièce de métal est ce que nous appelons une éclisse. Avec cet accident, les Français vont découvrir un nouveau mot qui s'appelle une éclisse. Alors une éclisse, c'est quoi? C'est une sorte de grosse agrafe métallique qui va relier deux rails. Donc vous imaginez que les rails ne sont pas d'un seul tenant, on ne construit pas des rails sur des centaines de kilomètres, donc les rails sont découpés en plusieurs morceaux, et pour relier ces morceaux, on utilise des éclisses. Les éclisses, donc c'est une pièce métallique reliée au rail par 4 boulons. Ça arrive de temps en temps qu'une éclisse casse. Alors c'est pas la norme, hein, les cheminots chargés de surveiller la voie sont là pour veiller à ce que les éclisses soient en bon état. Ce qui s'est passé dans l'accident de Brétigny, en tout cas ce qu'ont découvert les enquêteurs, c'est qu'il y a eu un effet de bascule et elle est venue s'encastrer dans ce croisement. Et lorsque le train est passé, avec les vibrations, l'éclisse a basculé et les roues ont roulé sur l'éclisse et le train a déraillé. En d'autres termes, lors du passage du train, l'éclisse a pivoté et est venue se loger dans l'aiguillage. Mais alors, comment cette fameuse éclisse a-t-elle pu se détacher et se retrouver coincée entre les rails? Guillaume Pépi, le président de la SNCF, promet de nouvelles explications très prochainement. Pour éviter toute critique, la société ferroviaire va jouer la carte de la transparence. Et vous allez voir que ce n'est pas par hasard. Dès qu'une information est disponible, dès qu'une information a été vérifiée, nous la rendons publique. La SNCF très vite se met du côté des victimes et s'affiche comme une société qui va tout mettre en œuvre pour les aider à connaître la vérité. Et que vous avez une partie de l'éclisse qui est tombée, une autre partie de l'éclisse qui se trouve prise dans le cœur de l'aiguillage. Le discours va être un discours de responsabilité. On a commis une faute, le train ne devait pas dérailler et nous sommes responsables. Guillaume Pépi dit la SNCF est responsable. Elle est responsable et elle participera à l'enquête, elle sera transparente. La transparence de la SNCF étonne. En battant sa coulpe sur sa responsabilité, elle cherche peut-être à cacher quelque chose. Car ce que les experts judiciaires vont découvrir quelques jours après la catastrophe est édifiant. Toutes ces enquêtes, toutes ces expertises disent quoi? Elles disent qu'il y a un problème de maintenance. On s'aperçoit que, de manière générale, en Île-de-France, les voies ne sont pas dans un état normal et la maintenance est totalement insuffisante. Et on s'aperçoit qu'à Brétigny, c'est pire que partout ailleurs ou quasiment. On est face à un réseau secondaire dans un état de délabrement assez stupéfiant. Ouais. Il manque des boulons, les rails sont oxydés. Vous avez des travers, vous avez ces planches de bois qui réunissent deux rails qui sont aussi un peu cassées. Enfin, donc l'état du réseau à l'entrée de la gare de Brétigny est dans un état déplorable.
Les experts sont formels. L'armement comprenait les voies ferrées de Brétigny sont dans un état pitoyable. Nous avons pu consulter le rapport d'expertise et voici ce qu'il y est écrit. L'armement a péri par fatigue, vibration, battement, défaut de serrage, usure. Tout dommage relevant de la qualité de la maintenance. C'est donc une usure lente en raison d'un défaut d'entretien chronique. Et ils vont très loin. En effet, les experts écrivent noir sur blanc. État de délabrement jamais vu par ailleurs. Pour faire court, on est quand même face à un réseau poubelle. Il y a quand même un vrai problème de contrôle, d'attention à la sécurité, et que on renvoie au lendemain. Nous avons reçu beaucoup de lettres, y compris des lettres anonymes, c'est toujours un peu désagréable, mais ça donne des renseignements, de gens qui étaient passés dans cette gare, salariés de la SNCF, et qui décrivaient une espèce de pétaudière. Les enquêteurs font entendre un cheminot qui arrive le soir même de l'accident pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et lui remonte sur quelques dizaines de mètres la voie ferrée. Et là, il est catastrophé. Il le confie à la justice. Il dit « j'ai jamais vu ça ». Plus on va gratter sur la maintenance, et plus on va s'apercevoir que la maintenance était sacrifiée. Si le grand public n'a pas accès aux informations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire, ce n'est pas le cas des victimes. Grâce à leurs avocats, elles vont être informées par le menu du contenu des investigations et elles vont tomber des nues. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, venant de quand même une entité qui a le monopole en France. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça puisse être ainsi, quoi, vraiment. J'ai cru plonger dans un film, c'était juste aberrant ce que j'ai pu lire sur la maintenance qui n'est faite ou dite faite mais pas faite. C'est juste impensable, impensable. Au prix qu'on payait le train en plus, je trouve ça inadmissible, inadmissible. Depuis des années, il y avait des problèmes et tout le monde le constatait, rien n'était fait. Et ce jour-là, malheureusement, c'était la conclusion d'une suite d'incidents ou de non-maintenance qui font qu'il y a eu malheureusement cette mort, quoi. Et ce n'est pas tout. Ce que nous avons découvert dans notre enquête fait froid dans le dos. Le réseau de Brétigny-sur-Orge est loin d'être le seul à poser problème. Il n'y a pas que la ligne de Brétigny, on ne va pas se voiler la face, hein. C'est le réseau qui est vétuste. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Comment son réseau peut être aussi délabré? Il faut savoir que au début des années 2000-2006, la SNCF commande plusieurs rapports, notamment auprès de l'école de Lausanne, l'école polytechnique de Lausanne. Il y a un ingénieur qui vient et qui fait un rapport sur le réseau français. Et qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que le réseau français vieillit prématurément, qu'il est en état de dégradation avancée. En 2013, on parle même d'une douzaine de lignes SNCF dangereuses. Parmi elles, les lignes Paris-Tours, Paris-Clermont-Ferrand ou encore Nîmes-Perpignan. Donc la SNCF commence à faire des choses, mais visiblement pas suffisamment. Pas suffisamment, pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette période-là, la France et le gouvernement lancent des grands travaux de TGV, de lignes à grande vitesse. Et pendant ce temps-là, on a tendance à laisser de côté l'entretien et la maintenance du réseau secondaire. Vous avez eu un réseau secondaire qui a été laissé en roue libre. En d'autres termes, la maintenance de certaines voies ferrées aurait été délaissée au profit du développement des lignes TGV. Et la gare de Brétigny aurait particulièrement souffert de cette situation jusqu'à atteindre ce que les experts vont appeler un état de ruine latente. Selon eux, plus de 200 anomalies avaient été relevées sur les voies et les experts vont même plus loin.
La plupart de ces anomalies étaient connues de la SNCF ou de ses agents, sans pour autant qu'il y soit remédié de façon adéquate. Le rapport judiciaire met donc en évidence un grave problème de maintenance. Alors, la SNCF va riposter. Pour contredire les experts judiciaires, elle va démontrer qu'elle n'est pas responsable et que l'accident était imprévisible. Il nous semble que notre rôle à nous, à RFF et à la SNCF, comme opérateur, c'est d'apporter les informations, en toute transparence, les informations que nous avons pu recouper et qui sont fiables. En réalité, la SNCF va pointer du doigt un autre responsable inattendu, le fournisseur de l'acier qui a servi à fabriquer l'éclisse. Il y aurait eu une paille dans l'acier, un défaut. Et c'est ce défaut qui aurait provoqué, avec les vibrations, une rupture. La rupture ne serait arrivée que parce que l'acier était de mauvaise qualité. C'est une hypothèse qui représente 1 millionième de chance qui n'a pas été envisagée par les experts, qui est celle qui a eu un défaut dans l'alliage et donc qui a pu entraîner une rupture brutale et imprévisible. Alors pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous êtes dans le brutal et dans l'imprévisible, vous passez en cas de force majeure et donc on pourrait s'éloigner de toute responsabilité. Selon la SNCF, l'acier bas de gamme de l'éclisse aurait causé sa destruction soudaine. Il n'y aurait donc pas de problème de maintenance à Brétigny et la catastrophe était par conséquent imprévisible. Ça tombe comme ça, on se demande de où ça vient, de mettre ça sur la qualité de l'acier. Donc on n'a pas compris. Je me suis dit, ils se moquent du monde. Déjà, ils ont assumé dès le départ leur responsabilité. Après, non, on rejette la faute sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, mais surtout pas nous. Seulement, la théorie de l'acier de mauvaise qualité va faire long feu, et pour cause. Les experts indépendants mandatés par la justice sont catégoriques. L'acier n'a pas de défaut, c'est l'œuvre du temps qui explique l'usure de l'éclisse. L'expertise métallurgique est accablante et vient nous dire non, c'est uniquement dû à un défaut, à une usure chronique, donc dans le temps. Alors bien sûr, ça ne fait pas l'affaire de la SNCF, parce que ça veut clairement dire que les protocoles de maintenance, au-delà du défaut ponctuel sur Brétigny, que les protocoles de maintenance de la SNCF sont défaillants. La thèse du défaut de l'acier ne tient donc pas la route. Et les experts vont mettre le doigt sur un autre élément qui tente à prouver que l'éclisse était dans un état calamiteux, et cela bien longtemps avant l'accident. Théoriquement, une éclisse doit être attachée au rail grâce à 4 boulons. Seulement, les expertises judiciaires vont démontrer qu'au moment du drame de Brétigny, plusieurs boulons de l'éclisse en cause étaient déjà manquants. Les experts, eux, en analysant la composition du métal, son état d'oxydation, estiment que au moins un des boulons avait disparu depuis plusieurs mois. Un autre était absent depuis au moins un mois. Donc ça veut dire la moitié des boulons étaient absents depuis longtemps et que le troisième est parti vraisemblablement quelques heures ou quelques jours avant l'accident. Ça s'est fait au fil du temps avec la sollicitation des voies, que les boulons se desserrent et puis ils s'enlèvent de leur logement. Et il arrive à un moment où quand le train passe, eh bien, il suffit qu'il en reste un. Malheureusement, il est resté celui qu'il ne fallait pas et c'est ce qui a permis à l'éclisse de pivoter. Incroyable. Au moment où le train est passé en gare de Brétigny, il manquait donc 3 boulons sur 4, et ce, depuis plusieurs semaines. Seulement voilà, cette expertise judiciaire, la SNCF la réfute, prônant la thèse d'une rupture des boulons de façon brutale et inattendue. Attendez, c'était
Il en manquait 3 sur 4. C'est évident que ça s'est pas fait en une nuit. Voilà, c'est pas possible. On pourra pas me faire avaler ça, je pense à personne. Encore une fois, la SNCF essaye de nous vendre l'hypothèse de 3 boulons qui auraient cédé brutalement sans préavis. Maintenant, dans les faits, qui croira qu'au passage d'un seul convoi, 3 boulons ont pu céder brutalement? Quand, en plus, vous avez 2 expertises qui viennent vous dire l'inverse. Comme on dit en droit, vous avez un faisceau d'indices graves et concordants qui vous mène à considérer que Brétigny, c'est pas un facteur brutal. Et là, ils se sont un peu laissés vivre avec des boulons qui manquent, il y en a partout, sur tout le territoire, c'est pas grave, ça passe. Bon. Et on y a un jour où ça passe plus. Ces gens-là ont joué au poker avec nos vies, quoi. Ils se sont dit, ben voilà, on n'a pas les moyens de maintenir l'infrastructure, et ben quand même, on va continuer à faire rouler les trains dessus. Et on espère que rien va se passer. Mais il s'est passé quelque chose. Mais alors, la SNCF pouvait-elle ignorer l'état de vétusté des voies ferrées de Brétigny? Nous avons mis la main sur un document qui prouve que cette gare préoccupait déjà la société ferroviaire des années avant l'accident. Le 27 mai 2009, 4 ans avant l'accident, un expert de la SNCF réalise un rapport sur la gare de Brétigny-sur-Orge. En préambule, voici ce qu'écrit le spécialiste concernant les voies ferrées de cette gare. Elle présente régulièrement des difficultés de maintenance. Et ce n'est pas tout. L'expert décrit une situation alarmante en gare de Brétigny. La situation rencontrée est critique. Le trafic important, les contraintes engendrées par les rails de longueur anormalement longue sont pour partie à l'origine d'une situation où on ne maîtrise plus grand-chose. Les expertises ont montré clairement, attention, là on est dans une situation un peu compliquée en gare de Brétigny. C'est une gare dont la conception pose difficulté. Pour bien, il aurait fallu tout changer. Mais si on n'a pas les moyens de tout changer, au moins qu'on mette une maintenance parfaite. La situation à Brétigny est tellement critique que l'expert recommande en 2009 de limiter à 100 km/h la vitesse des trains à l'approche de la gare de Brétigny-sur-Orge. Il y avait une recommandation de diminuer la vitesse parce qu'il y avait déjà un danger. On comprend qu'il aurait fallu ralentir la vitesse en gare de Brétigny parce que la maintenance n'était pas à niveau, parce qu'il y avait trop de problèmes sur les voies pour que cette vitesse de 150 km/h soit maintenue. Donc ça veut bien dire que tout le monde avait bien connaissance que l'état des voies n'était pas un état satisfaisant et qu'on ne pouvait pas, je dirais, faire fonctionner et rouler le train à la même vitesse que d'habitude. Le problème, c'est que les recommandations de l'expert ne vont pas être suivies. Et les trains vont continuer de circuler jusqu'à 150 km/h à Brétigny, comme si de rien n'était. Au moment de l'accident, en 2013, le train circulait à 137 km/h. Il faut bien comprendre que la vitesse est une composante essentielle. La vitesse, à la fois, entraîne l'accident, parce que plus le train va vite et plus le moindre désordre va provoquer le déraillement. Et en plus, la vitesse entraîne les conséquences du déraillement. Un train qui déraille à 30 à l'heure, on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur une rame, il y a eu quelques heures. Des gens ont été un petit peu bousculés, il n'y a pas de blessés. À 137 km/h, les conséquences sont nécessairement dramatiques. Donc notre question, c'est si ces personnes sont au courant que la problématique atteint un tel niveau, pourquoi il n'y a pas une action qui est prise? Pourquoi il n'y a pas de décisions qui sont prises? Et comme par hasard, depuis l'accident de Brétigny, aujourd'hui, et pour le faire régulièrement, pour aller en expertise dans le sud et en famille, les trains passent à Brétigny à 80 km/h. Donc ça veut dire qu'il aura fallu qu'on attende cet accident pour mettre en place une mesure qui s'imposait d'elle-même.
Mais alors, une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi les limitations de vitesse n'ont-elles pas été instaurées à Brétigny bien avant l'accident? On aurait dû mettre des limitations de vitesse, mais la pression commerciale sur la SNCF était telle que les limitations de vitesse n'ont pas été posées. Il faut savoir que ce secteur-là est très utilisé. Je crois qu'il y a à peu près 350 trains qui circulent. Donc mettre des ralentis sur ce secteur-là, ça peut vite créer des difficultés dans la production de trains de tous les jours. Alors ça, on a envie de dire, c'est le problème de la SNCF. Normalement, dans ce cas de figure, c'est la sécurité qui prédomine, et donc quand on a le moindre doute, il faut mettre des ralentis. En fait, réduire la vitesse des trains ou fermer des voies, ça doit coûter cher à la SNCF. C'est la rentabilité qui est passée avant la sécurité. Tous les éléments de cette enquête seront transparents. Dès qu'une information a été vérifiée, nous la rendons publique. Guillaume Pépi, par exemple, on ne peut pas me faire croire qu'il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Comment lui n'a pas pu se dire on stoppe, s'il faut même certains trafics, on perd de l'argent, mais on investit pour mieux derrière. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une logique simple. Après, c'est un autre système finalement. Hein. C'est le monopole financier qui prend le dessus, malheureusement, c'est triste. Sur notre petite vie, quoi. Au fil de notre enquête, nous avons découvert que cette expertise de 2009 n'est pas le seul document qui décrivait déjà l'état inquiétant du réseau ferré. En effet, 6 mois seulement avant la catastrophe, les dirigeants de la SNCF savaient que la situation à Brétigny était alarmante. Nous avons rencontré Grégory Lévy. L'homme est l'avocat d'une société qui a conseillé la SNCF pendant plus de 10 ans. Et ce qu'il va nous révéler montre qu'au plus haut niveau, la SNCF connaissait les problèmes de sécurité de son réseau ferré. C'est un cabinet d'audit qui véritablement dispensait ses conseils aux dirigeants. C'est-à-dire que la SNCF a mandaté ma cliente, si vous voulez, un peu comme dans le cadre d'une sous-traitance, pour qu'elle lui fasse remonter des informations, des rapports sur la gestion, sur la comptabilité, sur les ressources humaines, sur la stratégie, la maintenance, la sécurité, une mission de conseil général. Entre 2002 et 2013, la société de conseil défendue par Grégory Lévy va réaliser plusieurs rapports alarmants. Ce qui a été soulevé, c'est une carence majeure en matière d'effectifs relatifs à la maintenance du réseau ferré. Il a été mis en lumière qu'il manquait un nombre important de cheminots et de responsables de la sécurité sur ces voies et plus particulièrement sur le périmètre géographique par lequel le Paris-Limoges est passé, et notamment à Brétigny. Les ingénieurs sont formels. Il y a un véritable problème de maintenance lié à un manque d'effectifs. Seulement, lorsqu'ils rendent leur rapport à la SNCF début 2013, 6 mois avant l'accident de Brétigny, la société ferroviaire ne va tirer aucun enseignement des mesures demandées. Les plus hautes instances ont été informées de ces carences-là qui ont été la cause de cet accident. Les décisions immédiates qui auraient dû être prises, et notamment sur les effectifs de la maintenance et de la sécurité, n'ont pas été prises. À cette période-là, on est en 2013, Bercy notamment donne un certain nombre de directives et l'accent est davantage mis sur les grands investissements, sur les grands projets d'infrastructure que sur la maintenance, qui n'est pas attrayante en termes budgétaires. La maintenance, c'est invisible. 6 mois avant l'accident, la SNCF savait donc bien que son réseau ferroviaire n'était pas sûr partout et que la zone de Brétigny
était une zone critique en matière de sécurité et de maintenance. Y a-t-il un lien de cause à effet? Toujours est-il qu'au lendemain de l'accident, la société de conseil est remerciée. Pourquoi la société qui a réalisé l'audit a-t-elle été écartée? Il faudrait poser la question à la SNCF. Si vous voulez, on est mandaté régulièrement, et puis un jour on l'est plus. Entre 2002 et 2013, on travaille au quotidien. À partir de 2013 et ce drame, on reçoit plus de missions. On n'est plus contacté, on n'est plus sollicité. Bah on coule. Lâchée du jour au lendemain par son principal client, la société de conseil décide de dévoiler à la justice tous les rapports qu'elle avait réalisés pour la SNCF, et notamment ceux qui pointaient les problèmes de maintenance dans la zone de Brétigny. Et, vous allez le voir, il n'y a pas que les professionnels qui tirent la sonnette d'alarme. Les passagers aussi vont avertir la SNCF du danger qui règne à Brétigny. Janvier 2016, Gérard Chemla, avocat de certaines victimes, reçoit un coup de fil troublant. Il y a un vieux monsieur qui prend contact avec mon cabinet et qui me dit « Mais vous savez, dans cette affaire, moi j'ai déjà signalé qu'il y avait des problèmes sur les voies à Brétigny et on ne m'a jamais écouté. » J'ai demandé au monsieur un peu de précision et il m'a envoyé un échange de correspondance entre lui et le service de maintenance de la SNCF. Voici ce qu'écrit l'ingénieur à la retraite en novembre 2010, soit 2 ans et demi avant l'accident. Messieurs, j'emprunte assez fréquemment le RER en gare de Brétigny pour me rendre à Paris. Et l'autre jour, quelle ne fut pas ma stupeur. J'ai constaté 36 anomalies sur la fixation du rail le plus proche de moi. Éclisse cassée, éclisse absente, tire-fond desserré et éclisse de travers. Et ce monsieur explique, voilà, je considère qu'il y a un danger et j'attire votre attention sur la question. En retour, voici ce que lui répond le responsable de la sécurité de la gare de Brétigny-sur-Orge. Je tiens à vous assurer qu'il n'y a aucun défaut d'entretien sur cette zone. Cet état est connu, surveillé et respecte toutes nos normes. Il n'y a aucun risque sécurité. Monsieur, merci de nous dire ce que vous nous précisez, mais on le sait déjà, on maintient régulièrement nos voies et donc il n'y a aucun danger, ne vous inquiétez pas. Insatisfait de cette réponse, le retraité va de nouveau écrire au responsable de la sécurité de Brétigny. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les propos de l'homme vont s'avérer prémonitoires. Je suis très surpris du paragraphe de votre courrier dans lequel vous dites qu'il n'y a aucun défaut d'entretien sur cette zone. L'absence constatée de ces fixations constitue une faute grave et peut mener à une catastrophe. Voilà, vous avez un particulier, 75 ans à l'époque, sur le quai d'une gare, qui est capable de se rendre compte que la voie est dangereuse, mais on nous explique que les gens qui sont spécialisés dans la maintenance et dont c'est le travail pouvaient ne pas le voir. Tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais alors, pourquoi le responsable de la sécurité de Brétigny n'a-t-il pas pris en compte cette lettre alarmante? L'équipe chargée d'entretenir les voies a-t-elle vraiment fait son travail consciencieusement? C'est la question que se posent les enquêteurs. Alors, pour obtenir des réponses, ils vont placer sur écoute plusieurs employés de la SNCF et leurs conversations téléphoniques vont faire basculer l'affaire. Je crois que les premières choses qu'on apprend là, sur la maintenance m'ont pas autant choqué que ce qu'on va découvrir dans les écoutes. Faire des écoutes téléphoniques alors qu'on n'est pas dans des affaires quand même, je dirais, on n'est pas, c'est pas du terrorisme. Moi, je trouve ça quand même, ça donne à réfléchir. Les agents sur le terrain, si tu veux.
On n'est pas sur une enquête de trafic de stupes, d'assassinat, on est sur un accident de masse, certes, mais c'est un simple accident. Et là, pour la première fois, la justice française va utiliser des techniques qu'on retrouve pour le trafic de stupes, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques. Un certain nombre de gens de la SNCF vont se parler beaucoup au téléphone. Et là, qu'est-ce qu'on découvre au cours de ces écoutes? Un peu le double jeu de la SNCF. Dans un premier temps, les juges vont découvrir que l'équipe chargée de la maintenance à Brétigny ne semblait pas vraiment compétente. Loin de là. Voici ce que déclare un cadre de la SNCF dans une conversation avec une employée du service juridique de la société ferroviaire. Nous avons rejoué le contenu de ces écoutes. Les agents sur le terrain, si tu veux, globalement, c'est quand même... Il y a quand même une défaillance assez avérée quand même. Globalement, ils n'ont pas fait leur boulot. Moi, je leur ai dit que les mecs de Brett, c'était des burnes, quoi. Et voici ce que confie ce même cheminot à un collègue. Brétigny, c'est des crevards. Faut les foutre tous dehors. C'était, pour reprendre l'expression, c'est la merde à Brétigny. Il y a des agents qui taxaient leurs prédécesseurs d'incompétence. Moi, je leur ai dit que les mecs de Brett, c'était des burnes, quoi. Et ça, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'on a des mots, des adjectifs où on entend c'est des crevards, ils sont nuls, il faut les dégager, c'est des burnes. Donc c'est assez violent. Brétigny, c'est des crevards. Faut les foutre tous dehors. Un cadre qui va expliquer que les salariés de Brétigny sont des incompétents, je le dis en termes polis parce que c'est pas ça qu'il dit, sont des incompétents qui refusent en réalité de travailler, c'est-à-dire vont à Brétigny pour se réfugier. Quand on n'est pas sérieux, qu'on n'a pas envie de bosser, on va à Brétigny. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même extrêmement embêtante, parce que si les cadres viennent le dire, c'est que ça mérite quand même qu'on s'interroge sur la responsabilité individuelle, pas simplement sur des responsabilités collectives. Et les juges ne sont pas au bout de leur surprise. En poursuivant les écoutes, ils vont découvrir que les cheminots intervenant à Brétigny dressent un état des lieux catastrophique des voies ferrées, et cela 1 an après l'accident. Qu'est-ce qui a cassé sur ta traversée jonction là? Des éclisses. Donc c'est bien l'éclisse qui a cassé en son milieu, comme d'habitude. Oui. Bon, et ton analyse de la situation, c'est quoi? Pourquoi? Mon analyse, c'est que le plancher, il est mort. En fait, j'ai envoyé un rapport... Je sais pas si tu l'as lu... Non, mais tu sais les rapports. Voilà. C'est pourri à ce point-là, Christophe? Elle est pourrie. Mais c'est pas la seule, hein, je te rassure. Toutes les traversées jonction de Brétigny sont dans cet état-là. Les écoutes ont confirmé qu'effectivement, les entretiens n'étaient pas toujours bien faits. Il n'y avait pas le temps nécessaire pour le faire, il n'y avait pas toujours les personnes pour les faire. Donc là, ça interpelle beaucoup. Ça n'a fait que confirmer ce qui avait été mis dans les rapports d'expertise, que l'état du site était connu, qui était dans un état délabré, non entretenu ou mal entretenu, que c'était en connaissance des gens de terrain, en connaissance des cadres, et que rien n'a été pris en compte. À travers ces écoutes, les enquêteurs vont faire une autre découverte majeure. Après l'accident de Brétigny, les cheminots ont mis en place une limitation de vitesse pour éviter un nouveau drame. Car, souvenez-vous, lors de la catastrophe, le train roulait à 137 km/h, une vitesse bien trop élevée, surtout pour une zone aussi vétuste. Mais les cheminots vont mentir aux enquêteurs et leur cacher qu'ils ont réduit la vitesse à Brétigny. Et pour cause, abaisser la vitesse, c'est admettre l'état calamiteux du réseau ferré. Seulement voilà, tout le monde ne va pas tenir sa langue. Lors d'un interrogatoire, un cheminot va cracher le morceau au grand désespoir de ses collègues. Christophe, tu sais... Il avait été auditionné aujourd'hui. Oui. Et dans la discussion, il a dit qu'on avait mis en place des limitations temporaires de vitesse à Brétigny. Quel con. Ça lui a échappé en fait. Mais putain, quel con. Ouais. Ouais, j'ai... Oh, quel con, tu l'as dit. Claire est au courant?
Non. Ah, il faut tout de suite mettre Claire au courant. Ah, quel con, mais c'est pas possible. Claire travaille au service juridique de la SNCF et les écoutes vont révéler qu'elle donne des conseils très particuliers aux cheminots qui doivent être auditionnés par la justice. Voici ce que la juriste recommande à un cadre de la SNCF qui souhaite remettre des documents aux enquêteurs. En fait, ce que j'ai retrouvé, c'est des rapports de brigade. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de leur donner. Ce que j'ai peur, c'est de leur donner ça et qu'ils me disent, bah, donnez-moi tout le reste. Ouais, parce qu'ils les ont pas demandé, mais effectivement, c'est une mine d'or, ça, les rapports de brigade. Comment? C'est une mine d'or, ça. Mais Peut-être à éviter de leur donner. Donc, non, mais... non, ils les ont pas demandé, donc ce n'est pas la peine de... Voilà. On entend le service juridique de la SNCF dire bah non, on n'apporte pas les documents à la justice. En termes de transparence, on a vu mieux, d'autant plus qu'on parle de la SNCF. La SNCF, c'est une entreprise publique. La SNCF, c'est une entreprise qui appartient à tous les Français. Elle n'est pas censée avoir un double discours. Donc là, c'est un deuxième choc, à la fois pour l'opinion publique, mais également pour les cheminots. Et ce n'est pas tout. Claire, la juriste, va prodiguer ces mêmes conseils à un autre cheminot sur le point d'être entendu par la justice. Moi, je t'invite à ne rien apporter, d'accord? S'ils te demandent des trucs, oui, tu collectes les infos. Parce que c'est toi qui te déplaces, donc tu ne vas pas arriver avec tout ton matos. Tu viens avec rien. Tu viens avec les documents que tu m'as dit juste hier, c'est-à-dire ta fiche. Ta fiche de poste, c'est tout. Et puis après, tu attends de savoir ce qu'ils te demandent. Il ne faut pas être proactif avec eux, il faut véritablement attendre leurs demandes. Voilà, parce que c'est le fait de ne pas leur apporter sur un plateau. Il faut les laisser un peu chercher. Parce que si jamais, si tu veux, ils ne trouvent pas, enfin, ils ne visualisent pas, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pas la peine de leur donner. C'est ça que je veux dire. On se demande à un moment si on n'est pas confronté à la loi du silence organisée du plus haut au plus bas de l'échelon, avec un système qui est un système dans lequel on évite d'envoyer les hommes au casse-pipe, c'est-à-dire qu'on évite les mises en examen des salariés, donc on les protège au maximum, quitte à mentir. Parce que si jamais les salariés venaient à être mis en examen, ils risqueraient de révéler un certain nombre de choses. Là, on est à la limite de l'obstruction à la justice. On va vraiment jusqu'à presque dire à des gens ce qu'il faut qu'ils disent, ce qu'il ne faut pas qu'ils disent, ce qu'il faut qu'ils remettent, ce qu'il ne faut pas qu'ils remettent, et on va produire à la justice des éléments, semble-t-il, qui ont pour seule vocation de fausser la conviction des magistrats. Dans les écoutes, une juriste conseille à un cadre de la SNCF de minimiser l'état des voies. On va supprimer en très mauvais état, ça n'ajoute rien. On se doute bien qu'on n'est pas en train de régénérer des appareils neufs, tu vois. Et ça change tout. C'est pas la peine d'aller mettre que tout est en mauvais état. Si c'est saisi par la justice ou si ça passe dans le Figaro, ça nous met mal, quoi. Alors, évidemment, pour les victimes, la découverte de ces écoutes est un choc. Les écoutes téléphoniques montrent bien qu'il y avait une assistante juridique qui leur a interdit de leur dire certaines choses ou a transformé leur déclaration. Monsieur Pépi dit que c'est normal qu'on accompagne les agents dans des auditions, épreuves très très pénibles. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait un conseil juridique au départ, mais on voit que ça va au-delà de ça. Que ces gens-là en fait soient soutenus par leur entreprise, ça je peux le comprendre. J'aurais aimé en fait que l'entreprise soit aussi prompte à les former correctement à la maintenance qu'à les accompagner juridiquement. Voilà, il y a eu une volonté d'organiser, d'encadrer les témoignages et nous espérons que c'était pour qu'ils puissent dire encore mieux la vérité, mais nous n'en sommes pas toujours sûrs. Alors, la SNCF aurait-elle cherché à dissimuler des éléments? Un incroyable rebondissement va venir conforter cette thèse.
Fin juillet 2013, quelques semaines après l'accident, alors que les enquêteurs demandent à réquisitionner des pièces, la SNCF va tarder à leur fournir. La justice a un doute sur la manière dont la SNCF collabore. Pourquoi ? Parce qu'elle réclame à la SNCF plusieurs documents et la SNCF tarde à les donner. Alors on peut comprendre que ça peut être compliqué de retrouver des documents, des fiches de maintenance, etc. Au bout de plusieurs mois, malgré plusieurs relances, quand vous n'avez pas ces fiches, la justice est en train de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de me cacher quelque chose ? Il y a des documents qui ont disparu. Dans un premier temps, par un hasard extraordinaire, le dossier relatif à cette portion de voie s'est avéré absolument introuvable. Les autres, oui. Les dossiers dont on n'avait pas besoin, les portions de voie qui n'avaient pas causé d'accident, on en trouvait l'histoire de leur entretien. Ça ne posait pas de difficulté. Pour celui-là, alors bon, voilà, on ne sait pas comment c'est arrivé. Disons que c'est un hasard fâcheux. La justice peine à se voir remettre des documents, mais elle se pose aussi beaucoup de questions au sujet d'événements qui se sont produits dans les semaines qui ont suivi la catastrophe de Bretigny. Ainsi, l'ordinateur de l'un des cheminots de la gare va mystérieusement disparaître. Ce garçon qui, on est au mois de juillet, qui va partir en vacances à la suite des faits, c'est sa période de congé, il n'y a rien à dire, qui laisse son ordinateur et on apprend qu'à son retour de vacances, l'ordinateur a disparu. Et quand il découvre que l'ordinateur a disparu, il ne va pas porter plainte tout de suite. Il attend un mois. Pourquoi ? Bon. Finalement, l'ordinateur sera retrouvé le 1er octobre 2013, soit 3 mois après le vol, comme par enchantement. Vous avez l'ordinateur miraculeusement qui réapparaît quelques mois plus tard dans une guitoune au fin fond des voies de garage. Cette guérite était utilisée par un ancien salarié de la SNCF, voleur habituel, qui aurait entreposé à cet endroit-là un certain nombre de matériel. Mais il ne va pas reconnaître spécifiquement ce matériel-là et on ne comprend pas quel était l'intérêt à la fois de le voler, de l'entreposer, alors qu'en plus c'est du matériel qui est répertorié et qui ne peut pas être utilisé de façon efficace sans avoir les codes SNCF. Et lorsque les enquêteurs vont analyser l'ordinateur, ils vont avoir une mauvaise surprise. Ils savent que cet ordinateur et ce disque dur possède des mails dans sa mémoire, sauf que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, l'ordinateur a été effacé et le disque dur a été effacé. Qui a effacé les données ? Pourquoi ? Qu'est-ce que contenait l'ordinateur ? La justice a ouvert une enquête pour essayer de déterminer qui avait volé l'ordinateur. Pour l'instant, on n'a pas abouti. Quand je vous dis que je me suis crue dans un film, entre un ordinateur volé qu'on retrouve dans un entrepôt de la SNCF quelques semaines après, falsification de documents, mais on vit où ? Enfin, c'est de la folie, c'est de la folie. Tout ce que je vois, c'est qu'on nous a promis la vérité sur ce qui s'est passé. Or, si tous ces événements ont vraiment lieu, un ordinateur qui disparaît, qui est retrouvé plus tard, toutes ces choses-là ne sont pas compatibles avec le fait de vouloir la vérité sur la situation d'accident. Au contraire, moi j'aurais plutôt tendance à dire que là on voudrait plutôt faire le contraire, c'est-à-dire masquer la situation telle qu'elle était en 2013 à Bretigny. Mais pourquoi le contenu de cet ordinateur a-t-il été effacé ? La réponse est peut-être à chercher du côté de son propriétaire. Car l'appareil n'appartient pas à n'importe qui. C'est celui d'un homme qui joue un rôle crucial dans l'affaire, le responsable de la sécurité de la gare de Bretigny. C'est un homme qui a 25 ans, qui est à Bretigny depuis 3 mois, qui a été embauché quelques années auparavant à SNCF. C'est pas un féru du ferroviaire, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui à mon sens, se forme encore sur le tas. Un jeune cadre qui est nommé sur le site depuis quelques mois seulement et qui a une fonction qui est une fonction d'organisation des travaux, notamment de maintenance localement. Comment se fait-il que pour un poste, un endroit si critique, qu'on ait mis quelqu'un, je dirais de jeune, de manque d'expérience, avec une telle responsabilité, vu les enjeux qu'il y avait ?
Et si les enquêteurs s'intéressent particulièrement à cet homme, ce n'est pas seulement à cause de son ordinateur qui a mystérieusement disparu. Mais c'est surtout parce qu'il est le dernier à avoir inspecté les voies à Brétigny, une semaine avant le déraillement du train. C'était le 4 juillet 2013. Ce jour-là, l'homme dit avoir effectué la tournée des voies tout seul. Cette tournée, il l'a fait tout seul. Elle commence à midi, il a fini vers 18 h. C'est une tournée qui dure 4 km aller, 4 km retour, soit un peu plus de 8 km. Il faut savoir que ces tournées-là, elles sont effectuées en voie ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des trains qui circulent à 150 km/h. Donc normalement, la procédure prévoit que vous avez un cheminot qui regarde à gauche, à droite, qu'un train arrive. Il va le faire seul, sans annonceur, c'est-à-dire sans une personne qui va avertir de l'arrivée d'un train, et dans des conditions qui ne sont que des conditions d'inspection visuelle. En tout cas, moi je ne suis pas un pro du ferroviaire, je m'en remets à l'analyse des experts. Pour eux, la réponse est non. Les experts judiciaires disent clairement que confier tout ça à un seul individu, c'était pas raisonnable. Alors, dans ces conditions, le responsable de la sécurité de Brétigny a-t-il vraiment pu effectuer sa tournée consciencieusement? Soit la tournée n'a pas été faite, soit, je vous dis, c'est de la négligence, mais alors caractérisée. Vu le trafic, vu la complexité du site, je pense qu'il n'a pas tout regardé comme il fallait et que peut-être qu'il a été dérangé, qu'un train est passé et qu'il est passé à autre chose. Nous avons pu consulter la fiche qu'a remplie ce responsable de la sécurité de Brétigny lors de son inspection des voies, la semaine précédant le drame. Ce qu'elle contient est déconcertant. La fiche qu'il remplit ce jour-là, elle est vide. C'est-à-dire qu'il y a RAS, il n'y a rien à signaler. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il n'y a rien à signaler, il fait un petit émoticône. C'est une fiche de visite relativement fantaisiste où il met des smileys à chaque point qu'il rencontre. Alors ça peut faire sourire comme ça, c'est vrai qu'il n'y a rien de méchant dans tout ça, sauf que ça manque un petit peu de sérieux. Une tournée de surveillance, une tournée de sécurité, comme son nom l'indique, il s'agit de vérifier que les trains sont en capacité de circuler normalement sur une portion de voie. Là, indiquer que tout va bien par un petit dessin, bon, ça peut poser un petit problème de crédibilité. Je suis atterrée par ce que j'ai lu, par notamment cette fiche, son interrogatoire, voilà. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Alors, ce responsable de la sécurité a-t-il conscience que son travail laisse à désirer? Ce que nous avons découvert pourrait bien le laisser penser. Il saisit son téléphone portable. Dans son téléphone portable, il découvre des SMS récents, je crois du début juillet, qu'il échange avec une collègue. Et dans ces SMS, on peut lire des mots du style « j'en peux plus »,« à Brétigny, ça pète dans tous les sens, ça casse dans tous les sens »,« j'y arrive pas »,« j'en peux plus ». Et il y a plus déconcertant. Quelques jours après la catastrophe, l'homme se confie et voici ce qu'il dit à une amie. À la question d'une de ses amies sur comment ça va, il dit « ça va comme un technicien qui a laissé dérailler un train suite à un défaut de maintenance ». Donc, même lui, dans la vie privée, reconnaît qu'il a merdé. Ça, c'est un élément parmi d'autres qui semble en fait traduire, enfin qu'il avait mesuré à quel point la situation était intenable. Ça nous a choqués, forcément, puisque d'un côté, Pépi nous dit « mais non, vous inquiétez pas, tout est en bon ordre, tout est sécurisé, les maintenances sont faites ». Et en fin de compte, sur le terrain, on se rend compte que à tous les étages de la hiérarchie, on savait très bien que le site de Brétigny posait problème. Comment expliquer que le responsable de la sécurité de Brétigny se soit retrouvé dans une situation aussi critique? Est-il véritablement le seul responsable? On sait que le réseau n'était pas bon, on sait aussi que les moyens humains qui étaient affectés à la surveillance des voies n'étaient pas suffisants.
Vous savez également que les contrôles étaient faits par-dessus la jambe. L'enquête a montré, à travers l'audition de plusieurs experts, qu'on n'était pas au niveau des effectifs requis. Bretigny appartient à ce qu'on appelle la zone Paris Sud-Est. Eh bien, il manquait à peu près 20% d'effectifs pour entretenir le réseau. C'est à peu près un peu plus de 200 personnes. Si vous voulez, l'ensemble de ces éléments nous permettent de considérer aujourd'hui qu'on est bien loin de la théorie défendue de la SNCF. Non seulement la gare de Bretigny souffrait d'un problème d'effectifs, mais il semblerait aussi qu'un certain nombre d'agents n'étaient pas suffisamment formés. L'enquête va révéler que les cheminots en charge de la maintenance n'ont pas forcément les compétences requises. On s'aperçoit également que certains cheminots ne veulent pas travailler la nuit, alors que travailler la nuit c'est plus confortable parce qu'il y a moins de trains qui circulent, donc on peut davantage arrêter les trains, travailler dans des bonnes conditions de sécurité. On s'aperçoit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des choses qui ressortent du dossier dans la bouche des cadres, on s'aperçoit que les équipes qui vont faire le travail de maintenance, notamment les équipes de nuit, ne vont avoir qu'une obsession qui est celle de travailler le moins possible et de rentrer chez eux le plus tôt possible. Le sentiment que ça donne, c'est qu'on fait ses heures à minima et que globalement tout le monde s'en fout. Du personnel blasé, démotivé, chargé d'entretenir des voies ferrées, cela paraît insensé, surtout si l'on écoute ce que les cheminots racontent sur leur façon de travailler. On n'a pas deux personnes qui vont être capables de nous dire la même chose sur la façon dont on conduit une opération de maintenance. Vous avez des gens qui disent « telle opération, il faut 2 heures », le collègue va dire « il faut 10 minutes », le troisième va dire il faut une demi-heure. Pour vérifier que les boulons sont bien serrés, ils sont censés utiliser une clé, évidemment ils ne l'ont pas. Vous avez des gens qui vont nous dire on détecte les fissures en utilisant des produits qu'on appelle des produits de ressuage, et c'est quelque chose qu'on fait habituellement. L'autre va nous dire mais ça fait des années qu'on n'a plus de produits de ressuage. C'est vraiment le foutoir, quoi. L'état catastrophique des voies de Bretigny ne dépendrait donc pas d'un seul homme, mais c'est toute une organisation qui est mise en cause par les enquêteurs. Pourtant, à ce jour, seul le responsable de la sécurité de la gare est mis en examen. Il va devoir répondre de ses actes. Je crains simplement qu'il n'endosse une responsabilité un peu trop lourde pour lui. Cet homme va sans doute souffrir du sens du sacrifice, comme c'est souvent le cas dans ce genre de dossier. C'est évident que ce n'est pas qu'une personne, cette personne-là, qui est responsable. Je me suis dit, c'est pas possible. Soit ils en ont rien à foutre de nous, soit ils se fichent totalement des victimes. La justice, là, on dirait qu'elle a choisi un bouc émissaire. Et malgré tout, si cette personne reste la seule personne à être mise en examen, on rate en fait... on rate ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à faire la vérité sur cette histoire. Moi, je pense qu'il n'aurait pas été totalement incongru qu'on ait des dirigeants de la SNCF et de RFF qui soient visés directement. Quand on voit le dossier, et je ne vous donnerai pas de nom, mais on peut penser que certaines personnes s'en sortent bien. Les victimes et leurs familles attendent maintenant le procès avec impatience. Mais pour l'heure, aucune date de procès n'a été fixée. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout du procès et d'avoir la vérité sur ce qui avait causé la mort de mes parents. J'attends avec impatience le procès. Il y a eu l'accident, il faut qu'il y ait un procès qui mette au clair les responsabilités. Donc moi, je veux qu'il y ait ce procès. Moi, j'espère surtout que le procès et les débats qui naîtront me permettront en effet de faire toute la lumière sur toutes les fautes qui ont été commises, tant collectives qu'individuelles. Ça ne nous rendra pas nos proches, mais je pense que c'est un véritable témoignage pour au moins éviter que les choses ne recommencent. On a besoin de savoir pour faire en sorte que les gens qui survivent puissent continuer à avancer, sans oublier, parce qu'on ne peut pas oublier.
Le procès va être un moment très important parce qu'il va rappeler le drame, il va rappeler comment de petites négligences humaines peuvent entraîner de grands drames humains. Contactée à 3 reprises, la SNCF n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. 6 ans après l'accident, les victimes sont toujours hantées par le drame. Cet accident, malheureusement, il fait partie de moi. Il m'a chamboulée et j'ai peur que je finisse ma vie avec ça ancré en moi. Et ça m'arrive de entendre ces gens hurler. Il y a plein de choses qui reviennent. Et c'est toujours là, c'est toujours là. Je ne monte pas dans un train, je peux pas monter dans un train. Les transports en commun, tout ce qui est sur rail, même truc bête, même un parc d'attractions, je peux pas. Je peux plus. Aujourd'hui, quand je prends le train, il y a toujours, je dirais, de la crainte, de l'anxiété. On pense à l'accident, en général, alors que c'est des choses qui ne m'effleuraient pas l'esprit avant. Pour moi, l'accident sera toujours là. En fait, quelque part, maintenant, une espèce d'encre. Je positionne les événements dans ma vie avant, combien d'années avant l'accident, combien d'années après l'accident, en fait. C'est devenu, quelque part, une forme de repère sur lequel beaucoup de choses de ma vie sont calées. L'accident, il a eu lieu et il faut vivre avec.